Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ping Chen, je suis stagiaire de l'équipe Content Catalog de Canal+, et je suis jeune diplômé, ingénieur et un master en parallèle de l'UTC. Du coup, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette occasion pour pouvoir partager un petit peu ce que j'ai fait pendant mon 6 mois de stage fin d'études chez Canal+, notamment sur la partie recommandation Content to Content, KNN avec Elasticsearch. Du coup, je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte, et puis on va voir ensemble les théories KNN, HNSW, sur la performance, la vitesse, la pertinence de recherche. On va commencer. Du coup, dans l'application MyCanal, nous avons des rubriques comme Avoir aussi et des séries ou du ciné rien que pour vous. Ce sont en fait deux types de recommandations différentes, recommandations Content to Content et Profile to Content. Du coup, derrière tout ça, nous avons des représentations vectorielles pour chacun de nos contenus, des représentations vectorielles de différents tags. Et pour pouvoir faire la recommandation, nous allons utiliser un vecteur de profil ou de contenu pour pouvoir calculer la similarité de cosinus entre ces différents vecteurs-là. Et on va sortir du coup les contenus qui portent les vecteurs qui sont plus proches. Plus concrètement, pour chacun de nos contenus, nous avons un ensemble de tags. Et chacun de ces tags porte une certaine valeur de poids. L'idée ici, c'est de créer un mapping statique dans lequel se trouve l'ensemble des correspondances entre les tag ID et l'index. L'index, c'est la position dans le vecteur. Ou par exemple, ici, on va voir un tag qui s'appelle SPI76 qui porte la valeur 60. Et on va aller chercher dans le mapping l'index de ce tag qui est 64. Et du coup, pendant la création de vecteurs, on va simplement écrire la valeur de poids 60 dans la position 64 dans le vecteur. Et une fois qu'on dispose des informations vectorielles pour chacun de nos contenus, nous pouvons utiliser différentes manières pour la calculation de similarité. Actuellement, ce qu'on fait, on a un plugin écrit en Java pour Elasticsearch, qui s'appelle SPIMLT, qui fait tout ce qui est construction et calculation vectorielle en temps réel. Il y a également le painless, la possibilité de painless par Elasticsearch qui va nous permettre d'exécuter des lignes de code en faisant un query pour la calculation de similarité. Le problème de ces deux-là, c'est qu'ils sont brute force. Ça veut dire toujours on doit aller comparer tous les vecteurs qu'on dispose. Bon, parfois c'est un peu long, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur KNN, qui est un peu différent de ces deux dernières, parce que c'est approximatif. Et quand on parle de KNN, déjà, on parle d'une augmentation de vitesse jusqu'à une centaine %. On va creuser dedans pour voir qu'est-ce que ça donne, concrètement. KNN, c'est K-nearest neighbors, ou AKNN, Approximate K-nearest neighbors, c'est basé sur un algorithme HNSW, Hierarchical Navigable Small World. Et pour mieux expliquer HNSW, je vais introduire deux notations supplémentaires, skip list et NSW. On va rapidement parler de ces deux principes pour mieux comprendre HNSW. Pour skip list, c'est une architecture couche par couche qui facilite la recherche. Pendant l'insertion, on va d'abord utiliser un algorithme coin flip qui est probabilistique pour déterminer la hauteur de nœud à insérer. Ici, par exemple, on prend le petit L égale à 2. Ça veut dire en fait on va insérer cet élément dans la couche 2, couche 1 et couche 0. Et du coup, on va commencer un parcours pour trouver la bonne position dans chaque couche pour insérer cet élément. Et ensuite, on va insérer dans ces trois couches. Et on va itérer la procédure pour l'ensemble des nœuds qu'on dispose jusqu'à avoir une architecture complète. Et pour faire une recherche dans cette architecture, on va également commencer par un parcours depuis la couche la plus haute et on va descendre couche par couche jusqu'à ce qu'on se trouve dans une couche où l'élément souhaité est présent. Ici, ce n'est pas très évident, mais imaginons quand il y a beaucoup de nœuds, l'idée c'est que on a la tendance de parcourir beaucoup moins de distance avant d'arriver au élément souhaité. Et c'est ça, en fait, c'est pourquoi on dirait que généralement, un skip list, une recherche dans un skip list est beaucoup plus rapide comparé à une recherche dans une liste chaînée traditionnelle. Et NSW, quant à lui, l'idée c'est qu'une fois qu'on dispose de l'ensemble des données vectorielles, on va créer un graphe dans lequel chaque nœud correspond à un vecteur qu'on dispose. Pour cela, nous avons besoin d'un hyperparamètre grand M, par exemple ici égal à 2,
Ça veut dire en fait, chaque fois, quand on insère un nœud, on doit relier avec le nœud avec deux voisins plus proches qui existent déjà dans le graphe. Nous allons voir à partir de graphe 3, ici, chaque fois quand on insère le nœud en bleu, on va relier avec les deux plus proches qui existent déjà. Pareil pour 4, 5. Du coup, on va itérer cette procédure également pour insérer l'ensemble des nœuds qu'on dispose pour avoir un graphe complet. Et pour faire une recherche dans ce graphe, on peut simplement commencer par n'importe quel point d'entrée et on va aller progressivement vers le plus proche voisin par rapport au courrier vecteur en jaune. Par exemple, on va prendre ce point d'entrée ici en rouge. On va voir que parmi ces trois voisins qui sont en vert, c'est ce point ici qui est plus proche par rapport au courrier vecteur qui est en jaune. C'est pour ça, du coup, je vais procéder vers ce voisin. Et encore une fois, pour ce voisin-là, pour ce nœud-là, parmi ces trois voisins qui sont en vert, c'est ce nœud ici qui est plus proche par rapport au courrier vecteur qui est en jaune. Et encore une fois, je vais procéder vers ce nœud, etc., etc. Jusqu'à ce que on se trouve dans un point où tous ces voisins sont forcément plus loin que lui. Et c'est là où on doit terminer. C'est relativement simple, mais il y a un problème, ce qu'on appelle le early stopping. Imaginons dans ce cas-là, on est commencé par ce point d'entrée qui est en rouge ici, et tout de suite on va apercevoir que mes deux seuls voisins qui sont en vert, ils sont forcément plus loin que moi par rapport au courrier vecteur qui est en jaune. Ça veut dire que tout au début, je ne peux plus bouger vers mes deux voisins. Mais potentiellement, dans d'autres parties de graphe, il y aura ce qu'on appelle un minimum global. Mais cette fois-ci, je n'arrive plus à trouver le minimum global parce que je suis déjà coincé tout au début dans un minimum local. Et c'est ça, en fait, l'origine de tout ce qui est chute de précision et de recall qu'on va voir après. C'est ça la nature d'un algorithme qui est approximatif. Et HNSW est un peu plus compliqué, mais ça suit exactement les mêmes principes qu'on a expliqué, NSW et skip-list. Du coup, on va avoir une architecture également couche par couche, comme un skip-list. Mais cette fois-ci, dans chaque couche, on a un graphe NSW. Pour l'insertion, également, on va utiliser l'algorithme coin-flip pour d'abord déterminer la hauteur de nœud à insérer. Ici, on prend l'exemple toujours égal à 2, ça veut dire qu'on va insérer dans la couche 2, couche 1 et couche 0. Le petit nœud bleu. Et ici, ce qui est différent, c'est qu'on a une phase supplémentaire qui est en vert. C'est une phase pour trouver le point d'entrée dans chaque couche. Donc, on va commencer un parcours pour trouver dans chaque couche le plus proche voisin par rapport au nœud à insérer qui est en bleu. Ici, ce sont les points qui sont en orange. Et chaque fois, ce sera le point orange dans la couche supérieure qui va devenir le point d'entrée dans la couche inférieure. Ça veut dire ici, ce sera le point d'entrée dans la couche 3 parce que c'est le plus proche voisin trouvé dans la couche 4 par rapport au nœud inséré. Ici également la même chose. Et du coup, on va trouver les points d'entrée dans ces 5 couches-là. Et après, on peut faire l'insertion comme on avait fait dans un NSW. Sauf qu'ici, on doit faire 3 fois. Parce qu'on doit faire une insertion dans NSW dans la couche 2, couche 1 et couche 0. Également, encore une fois, on va répéter cette procédure jusqu'à l'ensemble des nœuds ont été bien insérés. On a une architecture HNSW qui est complète. Et du coup, pour faire une recherche HNSW, c'est beaucoup plus simple. On va simplement commencer par le point d'entrée dans la couche la plus haute. Et on va descendre couche par couche jusqu'à ce qu'on se trouve dans la couche 0 et on trouve le plus proche voisin dans cette couche-là. Et du coup, voilà un petit peu la théorie de la recherche et de la construction de graphes HNSW. Et maintenant, du coup, comment tout ça se fait dans l'Elasticsearch Tout simplement, pendant la phase d'indexation, si on dispose d'un champ de type denseVector, on peut simplement, pendant la phase d'indexation, dire explicitement à Elasticsearch qu'on voudrait créer un graphe HNSW en mettant type dans indexOption HNSW et en mettant index égale à true. Avec ces deux paramètres-là, Elasticsearch, pendant la phase d'indexation, il va créer automatiquement ce graphe HNSW pour nous, et stocker quelque part pour se préparer aux requêtes KNN. Ici, il y a également d'autres paramètres, le petit m, EF construction. En fait, le petit m, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, le grand m. Ça veut dire chaque fois, dans ce cas-là, on va relier avec le nœud inséré les 32 voisins plus proches qui existent déjà dans le graphe. Et EF construction, c'est le nombre de candidats parmi lesquels on va choisir les 32 plus proches. Ça veut dire chaque fois on va insérer le nœud, on va aller jusqu'à 1024
candidats, et puis on va choisir parmi ces 1024 les 32 plus proches pour être reliés. Et element type à byte, ici, c'est un peu particulier dans notre cas, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans nos vecteurs, ce sont les valeurs de poids de nos différents tags, et ces valeurs, ils sont toujours en entier. Donc, ça ne sert à rien de mettre un double ou un float pour ne pas gaspiller de ressources. Et après l'indexation, du coup, pour faire un query KNN, on peut simplement ajouter un bloc KNN ici en envoyant notre query vecteur. C'est le vecteur avec lequel on va aller chercher les vecteurs qui sont plus proches. Ici, il y a également deux autres paramètres, le petit k et le nombre de candidats. Le nombre de candidats, c'est différent de EF construction, parce qu'on a vu tout à l'heure EF construction. En fait, c'est le nombre de candidats pendant la construction. Et nombre de candidats, ici, c'est vraiment le nombre de candidats pendant une recherche. Donc, ce sera les résultats remontés par les différents shards. Et on va choisir parmi, par exemple, ces 1000 candidats remontés par chaque shard, les 10 plus proches, pour être les résultats finaux. Et du coup, en parlant de cette nouvelle manière de recherche, on voudrait savoir qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance. Du coup, dans l'industrie, il existe plusieurs métriques d'évaluation. Il y a temps de réponse par document, ça c'est évident. Et il y a le RICO, c'est le nombre de résultats donnés par une requête KNN, nombre de résultats corrects donnés par une requête KNN, divisé par le nombre de résultats par une requête de référence. Une requête de référence sera ici une requête brute force, parce que brute force c'est 100% précis. Et précision, c'est le nombre de résultats corrects donnés par KNN divisé par le nombre de résultats total par KNN. Du coup, c'est un peu différent. Et le problème de RICO et de précision, c'est qu'il n'évalue pas l'ordonnance des résultats remontés. Ça veut dire qu'on peut avoir 100 résultats qui sont totalement corrects, mais complètement dans le désordre. C'est pour ça qu'on a introduit deux métriques supplémentaires, MRR et NDCG, pour, en fait, en ajoutant à chaque rang un petit poids pour nos résultats, on va pouvoir évaluer cette fois-ci l'ordonnance des résultats remontés. Et pour faciliter du coup l'évaluation, moi j'ai créé un petit outil pour nous fabriquer des requêtes KNN et stocker sous format JSON. On peut sélectionner un document ID pour visualiser les résultats donnés par les différentes versions d'algorithme. Ici, on va voir les 4 premiers, ce sont les résultats brute force, parce que c'est 100% précis. Ce qui sont en vert, ce sont les résultats corrects et dans le même ordre. Et les deux dernières, ce sont les résultats KNN. En noir, ce sont les résultats corrects, mais pas dans les mêmes ordres. Et en rouge, ce sont les résultats différents. Également, comme il y a pas mal de paramètres à configurer, on voudrait savoir l'effet de ces différentes combinaisons de paramètres. Il y a le K, le nombre de candidats, ça c'est deux nouveaux paramètres de KNN. Et il y a MinScore, le size, ce sont un peu traditionnels dans un query. On va du coup évaluer avec différents groupes de paramètres et on va avoir en retour un bar plot dans lequel se trouve l'ensemble des métriques qu'on a expliqué tout à l'heure. La première chose à remarquer, du coup, déjà pour retourner 24 documents, on est déjà 30% plus rapide comparé au brute force, avec une chute de précision et de recall environ 3 ou 4%. Et pour retourner 10 000 documents, même si ce n'est pas souvent le cas dans la production, on est quand même 300% plus rapide. C'est pas mal, mais il ne faut pas se réjouir trop tôt parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à bien configurer avant d'arriver à ces résultats-là. Et il y a notamment l'effet de RAM. On n'avait pas parlé que pour notre recherche soit efficace, pour notre recherche KNN soit efficace, l'ensemble des données vectorielles ainsi que le graphe HNSW doit être stocké dans RAM. S'il n'y a pas assez de RAM, on va tout de suite observer des petits pics de performance montrés dans ce graphe-là, ce qui signifie que, en fait, Elasticsearch, comme il n'y a pas assez de RAM, il est un peu obligé de temps en temps de sortir une partie de nos données vectorielles, puis faire re-entrer cette partie quand on a besoin. Et encore une fois, du coup, dans notre cas particulier, il faut mettre element type à byte parce que déjà, on n'a pas assez de RAM. On ne va pas gaspiller en mettant un float ou un double. Et par contre, si tout est bien configuré, element type à byte, et dans le cas où il y a assez de RAM, déjà, on est 4 fois plus rapide comparé au cas où il n'y a pas assez de RAM. Et ça nous montre la même chose, les bar plots. Pour les métriques average time per doc, average total time. On est dans ce cas-là au moins 2 fois plus rapide pour ces deux métriques-là. Il y a deux paramètres qu'on doit faire particulièrement attention, c'est le MinScore et le nombre de candidats. Parce que quand on diminue le MinScore, il y aura plus de documents qui sont pris en compte. Parce qu'il y aura plus de documents qui sont qualifiés.
Et quand on augmente le nombre de candidats, bah, évidemment, il y aura plus de candidats. Et le fait d'avoir plus de candidats, plus de documents qui sont pris en compte, va potentiellement augmenter la précision et le recall de nos résultats, du coup la pertinence de nos résultats. Mais en même temps, ça prend plus de temps parce qu'il y aura plus de calculations à faire. Du coup, l'idée ici, c'est un moment de trouver un équilibre entre la vitesse de recherche et la pertinence des résultats donnés. C'est pour ça qu'on a créé cette troisième interface pour essayer de trouver les bonnes valeurs de ces deux paramètres dans notre propre cas. Après une analyse, du coup, on va voir les résultats montrés dans le graphe. Par exemple, pour le mix score, à partir de 0,7, on va avoir une chute rapide de recall. Et à partir de, pour le nombre de candidats, à partir de 4000, on dirait qu'on est plutôt pas mal au niveau de recall et de précision. On est supérieur à 96%. C'est pour ça qu'on va prendre ces deux valeurs-là. Et en fait, NDCG et MRR, ça nous confirme la même chose, le choix de ces deux paramètres. Il est également intéressant de mentionner en fait la notation HNSW a été initialement proposée par Malkoff et Yachunan pendant leur recherche dans un article. Et voici leurs résultats. Vous voyez dans ce qui sont en violet, c'est le résultat HNSW. Et en vert, c'est le résultat brute force. Si on prend une valeur de recall qui est 0,9, environ 0,9, bah, dans ce cas-là, HNSW c'est beaucoup plus rapide comparé au brute force. C'est le query time. On est presque 10 fois plus rapide. Mais si on voudrait une valeur de recall qui est très proche de 1, bah, dans ce cas-là, c'est pas évident. C'est à peu près la même chose, HNSW et brute force. Et en fait, c'est ça la logique derrière. Parce qu'on voudrait se sacrifier tout un petit peu de précision et de recall pour ne pas être 100% précis, mais en échange, avoir une recherche qui est beaucoup plus rapide. Pour conclure, ce qui impacte la vitesse KNN, bah, d'abord il faut avoir assez de RAM, il faut dans notre cas mettre element type à byte, et il faut équilibrer les deux paramètres, le min score et le nombre de candidats. Ce qui impacte la pertinence de KNN, bah, encore une fois, il faut savoir HNSW, c'est approximatif, ça ne peut pas être 100% précis. Et il y aura d'autres paramètres dans Index Options qui va impacter la façon dont un graphe HNSW est créé, légèrement. Et il y a aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est le nombre de tags. Parce que quand dans un document, il n'y a pas assez de tags, bah déjà, on n'a pas beaucoup d'informations. Et de plus, si on utilise une méthode approximative, dans ce cas-là, les résultats ne seront pas évidents. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment des cas particuliers. Dans la plupart des cas, si on réussit à trouver les bons paramètres pour une recherche KNN, bah, on va avoir des requêtes beaucoup plus rapides tout en restant pertinent. Voilà un petit peu ce que je voudrais vous partager. Je vous remercie pour votre attention.